environ 8 heures, nous apercevons des lumières blanches venant de haut droit. La première a un grand drapeau blanc, les voitures se suivent à intervalles, des grosses lumières apparaissent avec l'avancement des voitures, et alors nous entendons presque au même moment un trompette allemand que je suis par la suite qui s'appelait Zodrowski, qui sonne un air de cavalerie. Les voitures s'avancent doucement, le lieutenant Angier et ses hommes sont au milieu de la route, le capitaine L'Huillier s'est joint avec sa liaison pour recevoir les parlementaires. Nous arrêtons la voiture, la première voiture à une dizaine de mètres. De la première voiture descend le général von Winterfeld. Il se met devant le capot et nous salue en nous annonçant: Général von Winterfeld, je viens au nom du nouveau gouvernement allemand négocier l'armistice. Le capitaine L'Huillier lui dit: je n'ai pas mission de vous recevoir, veuillez remonter en voiture, je vais vous présenter au commandant Ducornet, commandant des avant-postes. Jean Lefebvre Dupré, aspirant à la première compagnie du 19e bataillon de chasseurs. Monsieur Lefebvre Dupré, où étiez-vous le 7 vers 8 heures? Nous étions ici, sur ce chemin qui va tout droit à la Capelle par la Sansolière. Vers 8h20, sur la route d'au droit, nous apercevons de grandes lueurs. Ces lueurs se rapprochent. Elles bougent. Et nous voyons bientôt que ce sont des autos, 5, qui s'avancent. Quelques instants plus tard, nous entendons le clairon français. Le clairon cellier du 161. C'est le cessez-le-feu. Les lignes sont franchies. Les plénipotentiaires sont conduits à la Capelle où le commandant de Bourbon-Busset les attend. À la Villa Pâques, on procède rapidement, ici, dans cette cour, à un échange de voitures. Et l'on repart pour Homblières. C'est au presbytère qu'on sert un repas aux plénipotentiaires, parmi lesquels le général von Winterfeld, le ministre Erzberger et l'ambassadeur Ollendorf. Dans la nuit, les voitures repartent pour Ternier, où les attend l'ancien wagon-salon de Napoléon III. Peu avant le lever du jour, le train allemand se range sur un épi de tir dans la forêt de Compiègne, à côté du train du maréchal Foch. Nous sommes le 8 novembre, il est 7 heures du matin. Général Végan, général de division, major général des armées alliées. Mon général, qu'avez-vous fait en apprenant l'arrivée des plénipotentiaires? En apprenant l'arrivée des plénipotentiaires, je me suis rendu dans la chambre du maréchal Foch, je l'ai réveillé, je lui ai annoncé qu'ils étaient là avec la fortune de l'Allemagne, et il m'a dit de les convoquer pour 9 heures, heure à laquelle devait commencer la première séance. À l'heure dite, je me suis rendu alors à l'extrémité de ce wagon pour les recevoir. À 9 heures, en bas de cet escalier, j'attends les plénipotentiaires allemands. Ceux-ci, fidèles au rendez-vous, apparaissent sur le caillebotis, se suivront en file pour gagner le wagon. Je les invite à y monter. J'ai précédé les plénipotentiaires allemands dans le wagon afin de leur faire prendre les places qui leur sont indiquées. À mesure qu'ils arrivent, je place presque au centre le président, M. Matthias Erzberger, secrétaire d'État. À sa droite, le comte Oberndorf, ministre plénipotentiaire. À sa gauche, le général-major von Prussien von Winterfeld. Et à la gauche de ce dernier, le capitaine de Venselot impérial de la flotte allemande. Je vais prévenir le maréchal, les plénipotentiaires allemands attendant debout, que les plénipotentiaires sont en place. Le maréchal sort de son bureau. Il entre dans cette salle
il demande aux plénipotentiaires de leur remettre leur pouvoir. Il retourne dans son bureau pour pouvoir les examiner à loisir. Ses pouvoirs sont en ordre. Ils sont signés du prince Magdebald, chancelier de l'Empire. À ce moment, le maréchal revient dans le bureau avec l'amiral Wims. Les deux ont leur chef d'état-major derrière eux. Et le maréchal présente l'amiral Wims, l'amiral Hope qui est son chef d'état-major, et moi-même qui suis le chef d'état-major du maréchal. À ce moment, le maréchal demande que l'on s'assoie lui-même, donne l'exemple, et il dit au plénipotentiaire allemand, à M. Asperger, d'indiquer quel est le but de sa mission. M. Asperger répond qu'il vient chercher les propositions des Alliés, à quoi le maréchal riposte qu'il n'a aucune proposition à faire. Cependant, dit M. Asperger, le président Wilson a fait savoir que vous aviez l'ordre des gouvernements alliés de nous faire connaître les conditions d'un armistice. Oui, répond le maréchal, j'ai cet ordre, mais quand vous aurez demandé un armistice, un certain désarroi se montre parmi les plénipotentiaires allemands. Le Kortemann dit, vous pourriez peut-être dire condition, condition de l'armistice au lieu de proposition, c'est peut-être le terme qui conviendrait mieux, et le maréchal, sinon impatienté, mais sur un ton plus ferme, dit, oui ou non, demandez-vous l'armistice. À la réponse affirmative des Allemands, le maréchal alors donne l'ordre à son chef d'état-major, c'est-à-dire à moi-même, de lire les principales conditions de cet armistice. Et c'est vous, mon général, alors qui avez lu ces conditions. En effet, le maréchal m'en a donné l'ordre et je commence aussitôt la lecture. Cette lecture se fait article par article et chaque article est immédiatement traduit en allemand par le capitaine Laperche parce que des 4 plénipotentiaires, 2 parlent parfaitement le français. Ce sont le comte Oberndorf et le général von Winterfeld, mais les 2 autres n'ont pas l'air de comprendre notre langue. Les articles sont lus très posément. À mesure que leur sévérité s'affirme, j'ai tout le temps d'observer les visages de ceux qui sont encore nos ennemis. Les visages de M. Herzberger et du comte Oberndorf sont impassibles. Le capitaine de Winterfeld est pâle comme la mort et aucune expression sur le visage du capitaine de vaisseau Vanslo, mais en revanche, une larme coule sur la joue du capitaine von Eldorf. Ce moment est certainement le moment le plus émouvant, le plus dramatique dans sa simplicité de cette scène qui a toute sa grandeur justement dans son extrême simplicité. Lorsque l'énumération des clauses principales est terminée, il est indiqué aux Allemands qu'ils ont leur gouvernement dispose de 72 heures pour se décider et dire s'il accepte oui ou non les conditions d'armistice qui sont imposées par les Alliés, qui ne sont pas à discuter, qui sont imposées par les Alliés. À cela, le général von Winterfeld demande que, étant donné cette durée, les hostilités soient arrêtées aussitôt. Le maréchal refuse cette proposition qu'il trouve déraisonnable. Il demande également que les délais soient augmentés, puisqu'il faut emporter l'armistice au gouvernement allemand à Berlin. C'est également refusé. Et la séance se termine sur ce refus. Il n'y aura de séance plénière que le dernier jour, dans la nuit du 10 au 11, la séance plénière qui aboutira à la signature de l'armistice.